Bienvenue sur Spoil l'Histoire, la chaîne qui vous spoile l'histoire. Aujourd'hui, Soliman le Magnifique. Soliman est né le 6 novembre 1494 à Trébizonde, sous le règne de Bajazet II, son grand-père. Il est le fils de Sélim Ier, qui était à l'époque gouverneur de Trébizonde. Jeune, il reçut une solide éducation. Il étudia l'histoire, les sciences, la littérature, la théologie et la stratégie militaire. Mais il n'était pas alors appelé à devenir sultan, tout comme son père. C'était l'aîné de Bajazet, Ahmed, qui était censé devenir le prochain sultan. Mais ce dernier ne parvenant pas à s'imposer, Sélim entra en rébellion et parvenu avec l'aide de son fils à prendre le pouvoir. Il évinça alors son frère et son père, devenant ainsi le 9e sultan ottoman. Et Soliman, son seul fils, fut destiné à lui succéder un jour. Sous le règne de Sélim Ier, l'Empire s'étendit considérablement. En 1520, suite à son décès, victime d'un cancer, Soliman devint à 26 ans le 10e sultan ottoman et prit la tête d'un empire en pleine expansion. Sous son commandement, l'Empire connaît un véritable âge d'or et atteindra presque son apogée territorial. Il fut à l'origine de nombreuses réformes, que ce soit au niveau de la justice, de la condition des chrétiens et des juifs dans l'Empire, mais aussi dans le domaine de l'éducation. Raison pour laquelle on le nomme Soliman le législateur en Orient, ou plutôt, je devrais dire Suliman, le législateur, alors qu'en Occident, on le connaît davantage sous le nom de Soliman le Magnifique, de par la magnificence et la prospérité de son empire. Poète lui-même, il favorisa les arts et la culture. Ce sont des centaines de sociétés artistiques qui virent le jour sous la surveillance et le financement du sultan poète. Il s'attela également à transformer la capitale, Constantinople, qui se vit enrichie de nouveaux ouvrages architecturaux, mosquées, palais et autres constructions à caractère social. Et la capitale ne fut pas la seule à profiter de ce boom architectural. Mais Soliman ne fut pas uniquement un législateur et un patron des arts, ce fut aussi un conquérant. Comme dit précédemment, il hérita d'un empire en pleine expansion, et il continua à suivre cette dynamique expansionniste. Suivant l'exemple d'Alexandre le Grand, il voulut étendre son empire toujours plus à l'ouest comme à l'est. En 1521, il s'empare de Belgrade. L'année suivante, il chasse l'ordre des Hospitaliers de l'île de Rhodes, les contraignant à l'errance. Jusqu'à ce qu'il reçoive de Charles Quint l'autorisation de s'installer à Malte en 1530. En 1526, Soliman est de retour en Occident, en Hongrie, dont le roi Louis II est tué au combat lors de la bataille de Mohacs. La Hongrie, en partie conquise et sans héritier, se retrouve alors divisée en trois. Ferdinand de Habsbourg, le beau-frère de Louis II, récupère l'ouest mais également le royaume de Bohême, qui appartenait également à son beau-frère. L'est de la Hongrie revient à Jean Zápolyas, qui refuse l'autorité des Habsbourg et s'oppose à Ferdinand d'Autriche. Le reste du royaume est tout simplement annexé par l'Empire ottoman. Soliman, ne se satisfaisant pas d'une seule partie de la Hongrie, il prit parti pour Zápolyas, qui après avoir connu plusieurs revers, accepta de devenir vassal de l'Empire ottoman. En 1529, les troupes du sultan se présentent devant Vienne, qu'ils assiègent. Mais c'est un échec. Une intense rivalité s'est alors installée entre Soliman et les deux frères de la maison de Habsbourg, Charles Quint, l'empereur du Saint-Empire germanique, et Ferdinand, l'archiduc d'Autriche. Cette rivalité rapprocha les Ottomans et la France de François Ier, avec qui le sultan s'alliera. L'Empire ottoman s'étendit également vers l'ouest, en Méditerranée, et à l'est, en Perse. Entre 1532 et 1555, il envoya son ami d'enfance, le grand vizir Ibrahim Pacha, combattre l'empire safavide avant de pouvoir lui-même prendre le commandement des opérations. Les Ottomans s'aventurèrent également dans l'océan Indien, où ils affrontèrent les Portugais pour le contrôle du commerce avec l'Inde. Mais la vie de Soliman ne se résume pas uniquement à celle d'un empire prospère. Le sultan était avant tout un homme, et comme tout être vivant, il connut à la fois les joies et les affres de l'existence. En plus d'avoir à sa disposition un harem, il se maria à 2 reprises. Ces 2 unions lui donnèrent de nombreux fils, mais un seul pouvant être appelé à devenir sultan. Mais avant de parler de sa succession, je voudrais vous présenter un personnage, brièvement mentionné plus tôt, Ibrahim Pacha. Ibrahim et Soliman étaient amis d'enfance.
Soliman prit soin de cette amitié et permit à son ami de gravir les échelons de la société ottomane, et ce jusqu'aux plus hautes sphères. En 1523, 2 ans après l'ascension au pouvoir du sultan, Ibrahim est nommé grand vizir, poste qu'il occupera jusqu'à sa chute. Au fil du temps, Ibrahim acquit une richesse et une influence considérables, ce qui lui valut la jalousie et l'hostilité de nombreux courtisans. Soliman reçut en conséquence de cette rapide ascension des rapports dénonçant son grand vizir. Ibrahim finit même par être accusé de trahison. Accusations qui furent soutenues par Roxolane, la seconde épouse du sultan, qui avait, semble-t-il, une grande influence sur lui. Ces accusations finirent par précipiter la chute du grand vizir, qui fut exécuté sous les ordres de son ami d'enfance. Maintenant que nous sommes lancés sur les côtés sombres de son règne, abordons la question de sa succession. En 1550, Soliman le Magnifique avait 4 fils aptes à lui succéder, Mustapha, Selim, Bayezid et Cihangir. Mustapha, l'aîné, fruit de son premier mariage, était le mieux placé pour devenir le prochain sultan. Mais soupçonné de comploter pour s'emparer du pouvoir, Soliman le fit exécuter. Il est possible que ces rumeurs de complot résultent par ailleurs d'un complot bien réel, peut-être fomenté par Roxolane, la seconde épouse du sultan. Après tout, l'ascension au pouvoir de Mustapha aurait mis en danger ses propres fils. Il était en effet courant à l'époque de voir un nouveau sultan faire exécuter ses frères et demi-frères pour être sûr qu'il n'y ait aucune opposition et éviter ainsi une guerre civile. Le deuxième des 4 fils à sortir du tableau fut Cihangir, qui serait mort de chagrin quelques mois après la mort de son demi-frère. Une forte rivalité s'installa alors entre les 2 fils restants en lice, et cette rivalité entre Bayezid et Selim finit par dégénérer en guerre civile. Soliman fit alors le choix de prendre parti pour Selim. Bayezid fut ainsi vaincu et contraint de s'exiler dans l'empire safavid. Mais Bayezid était loin d'y être en sécurité. Soliman exigea du Shah de Perse, Tasmap Ier, qu'il lui livre son fils ou qu'il l'exécute. Le Shah opta pour l'exécution. Selim se trouva ainsi en position d'hériter du pouvoir sans aucune opposition. Lorsque son père s'éteindra, bien entendu. Et en 1566, le jour fatidique arriva. Alors que Soliman le Magnifique était en campagne contre les Habsbourg, il décède sous sa tente pendant le siège de Sidgevar. La nouvelle de sa mort fut alors gardée secrète et son corps fut discrètement rapatrié à Constantinople. Ce secret permit de préserver le moral des troupes et de mener à bien le siège. Le siège de Sidgevar fut en quelque sorte la dernière bataille de Soliman et la première victoire de Selim II, le 11e sultan ottoman. Cette vidéo est maintenant terminée. Si ça vous a plu, faites-le moi savoir en laissant un pouce vers le haut, dites-le dans les commentaires, pensez à vous abonner.